Si je vous dis deux mots, Antiquité et art, vous pensez immédiatement à la Grèce avec leurs grandes colonnades, au Parthénon, aux statues représentant les dieux. Ou alors sinon vous pensez peut-être à Rome et à leur architecture, au Colisée, au théâtre où on y joue les pièces à la mode et dont une partie subsiste encore 2000 ans plus tard. Mais si on pense aux Gaulois ou plus généralement aux Celtes, on n'a pas vraiment d'image en tête, hein. Prenons immédiatement un exemple d'art celtique. En 1981, lors d'une fouille archéologique en Charente, des chercheurs découvrent un objet exceptionnel. Sous la terre repose un casque vieux de plus de 2300 ans. Les chercheurs l'ont daté du IVe siècle avant Jésus-Christ. Ce casque celtique a été baptisé le casque d'Agri. Vous pouvez admirer la beauté de son ornementation, c'est un bijou d'orfèvrerie. Ce casque est fait de différents matériaux. Une base ou une coque en fer, des ornements en bronze, couverts avec des feuilles d'or, et aussi certaines parties, des petits bouts de corail sont fixés sur le casque. Évidemment, vu la beauté et la complexité de ce casque, celui-ci précisément ne servait pas au combat, mais était plutôt utilisé comme casque d'apparat en tant qu'objet de prestige. Ce casque contient plusieurs éléments typiques de l'art celtique. Si l'on compare avec les Grecs et les Romains, l'art celte est extrêmement différent. Les Celtes avaient une vision de l'art tout à fait singulière. Dans cette vidéo, nous nous proposons de présenter l'art celtique et la conception qu'en avaient les anciens Celtes. Évidemment, je précise, sur tous les siècles, tout n'est pas forcément parfaitement uniforme, mais nous essayons ici de tracer quelques grands traits et grandes caractéristiques de l'art celtique. On va pouvoir comparer l'art celte et l'art gréco-romain de l'époque. Dans l'art classique grec et romain, la représentation de l'homme est très importante. Évidemment, on voit aujourd'hui toutes les statues que nous ont laissées ces civilisations. À travers ces statues, on met en avant la beauté, l'héroïsme et même les dieux. On représente l'homme idéal ou l'homme puissant. Mais les Celtes, eux, ont un rapport beaucoup plus distant avec la représentation artistique des hommes. Ils représentent d'abord et surtout des choses beaucoup plus abstraites, à base de formes géométriques, qui peuvent être basées sur la nature ou les animaux, mais qui partent très souvent en grandes courbes ou grandes spirales. Certains ont longtemps considéré que les Celtes étaient simplement moins habiles que les Grecs en sculpture. Il est vrai que les statues celtes font pâle figure comparées à celles que l'on sculptait à Rome ou en Grèce. Mais cela témoigne surtout d'une vision du monde. Représenter les hommes n'était pas aussi important pour eux, et ils n'ont donc pas persévéré sur cette voie. Les Celtes ne trouvent juste qu'assez peu d'intérêt dans la représentation fidèle. Simplement reproduire l'homme ne semble tout simplement pas constituer leur idéal artistique. Évidemment, les détracteurs de l'art celte expliqueront que s'il n'y a pas de magnifiques statues celtes, c'est parce qu'ils étaient tout simplement incapables d'une telle précision et qu'ils manquaient de compétences. Mais non, car si on regarde d'autres domaines comme la métallurgie, les Celtes sont de très bons artisans et ont un vrai goût pour les défis techniques. Pour reprendre le casque d'Agri, comme on l'a vu, il y a des incrustations très précises de corail. L'utilisation de feuilles d'or très fines, des décorations qui épousent parfaitement la forme courbée du casque. On peut retrouver tout cela aussi sur une autre pièce, le disque d'Auvers-sur-Oise. C'est un disque recouvert d'or sur une base de bronze, qui servait certainement de récompense militaire portée par un guerrier, ou alors mise sur son cheval. Vous voyez que la symétrie de cet objet est très poussée et que cela requiert beaucoup de talent de la part des artisans qui l'ont produit. Ce qui frappe également, c'est le soin apporté aux moindres détails. Sur certains objets de prestige, les artisans réalisent des décors d'une extrême finesse, jusque dans des zones que l'on remarque à peine au premier regard. Cette recherche de perfection témoigne d'une maîtrise technique exceptionnelle et montre que, pour ces objets, rien n'était laissé au hasard. L'art celte a aussi souvent été caricaturé en expliquant que ça ne serait pas de l'art profond, ça ne serait que de la pure décoration pour faire joli.
Mais non, ça n'est pas que de la décoration sans message. Il semble assez clair qu'ils préfèrent représenter certains symboles d'une vérité plus profonde. Mais malheureusement, nous avons beaucoup de mal à les comprendre aujourd'hui. Pourquoi? Eh bien, pour comprendre pourquoi, on peut revenir encore une fois sur le cas des Grecs et des Romains. Lorsqu'on étudie la Grèce antique, on ne dispose pas seulement des statues et des temples. On possède aussi les écrits de philosophes, comme Platon ou Aristote, les poèmes d'Homère, les tragédies, les récits des historiens. Tous ces textes nous aident à comprendre ce que représentaient les œuvres d'art. Pour Rome, c'est la même chose. Les Romains ont laissé des milliers d'inscriptions, des ouvrages d'histoire, des traités, des lettres. On connaît souvent le contexte dans lequel une œuvre a été réalisée. Pour les Celtes, la situation est complètement différente. Bien qu'ils connaissaient l'écriture, ils l'utilisaient très peu pour transmettre leur culture. Les druides privilégiaient la transmission orale, si bien que leurs récits, leurs mythes et leurs croyances ne nous sont presque jamais parvenus. Donc évidemment, nous n'avons pas les clés de compréhension pour appréhender parfaitement toutes leurs œuvres d'art. De nombreux symboles sont mystérieux et nous n'arrivons plus à les déchiffrer 2000 ans plus tard. Si on revient sur le casque d'Agri, ça n'est pas juste un objet bien produit que l'on regarde un instant en se disant « Ah tiens, c'est joli ». Non, on peut retrouver une symbolique derrière. Prenons par exemple le paragnatide, c'est-à-dire c'est la partie du casque qui sert à couvrir le cou, donc pour le protéger. Et bien dessus, on retrouve une forme mêlant un genre de serpent avec des cornes de bouc. Il y a évidemment un sens caché derrière, autour de la symbolique du serpent. Mais comme nous connaissons mal la culture et la mythologie celte, il est beaucoup plus difficile de comprendre ce que ça veut dire. Donc sur internet, on peut voir beaucoup de gens faire des spéculations autour de ça, mais bon, dans cette vidéo, je ne m'y risquerai pas. Cette chose, c'est-à-dire le fait qu'on a du mal à comprendre, parce qu'on n'a plus toutes les sources, c'est vraiment quelque chose qui rend l'art celtique encore plus fascinant aujourd'hui. On voit qu'il y a des symboles, on voit qu'il y a un secret, mais on est incapable d'interpréter ces symboles, on est incapable de percer ce secret. Et c'est vraiment quelque chose qui rend l'art celtique très intéressant. Passons à une nouvelle question. Comment décrire l'art celte? Si on regarde attentivement ces œuvres, on remarque qu'elles sont rarement composées de lignes droites. Les artistes celtes privilégient les courbes, les spirales, les formes en S, les cercles qui se répondent. L'œil est constamment invité à parcourir l'objet. On ne regarde pas une œuvre celte en une seconde, on l'explore en beaucoup plus de temps. Les œuvres ne sont pas statiques, il y a comme un dynamisme dans le tout. Les formes donnent presque une impression de mouvement. Prenons un exemple plus concret pour mieux comprendre. Regardez dans cette œuvre qui s'appelle le Dôme au dragon, ou qui est aussi appelé le disque de Roissy. L'œil ne sait pas vraiment où se poser au début, et donc ça donne un caractère dynamique à l'œuvre. Pour composer une telle œuvre, ils ont utilisé diverses formes mathématiques pour générer une telle harmonie et de telles proportions, et donc ça a nécessité des connaissances scientifiques. La différence entre les couches semble confuse. On a l'impression que les couches fusionnent. Rien n'est totalement isolé, une forme en appelle une autre. Regardons. Sur la couronne extérieure, on peut y voir 10 monstres. 5 à la gueule grande ouverte, qui alternent avec 5 autres plus petits. Sur la deuxième couche, c'est-à-dire la couronne intermédiaire, on voit 3 autres créatures. Des genres de dragons qui sont reliés par la queue et le museau. Et ensuite, sur la dernière partie, sur le dessus, c'est-à-dire le centre, on voit 3 éléments assez difficiles à comprendre. Et donc pour le décrire, je vais citer le musée d'archéologie nationale. Ce sont 3 gros globules qui semblent composés d'éléments anatomiques isolés appartenant aux monstres des registres sous-jacents, c'est-à-dire des autres couches. Sur un élément de crinière, on reconnaît un globule, puis un œil, puis une oreille. Mais bon, personnellement, j'ai bien du mal à distinguer tout ça, donc je vous laisse vous faire votre propre avis.
Et encore une fois, l'interprétation de tout cela est bien incertaine. Comment comprendre la symbolique de chaque couche ou de chaque partie? Bon, je vous laisse encore une fois le soin de faire vos propres théories. Une autre caractéristique de l'art celtique qu'il faut bien comprendre, c'est que cet art refuse de tout montrer immédiatement. Quand on regarde pour la première fois une œuvre, on ne comprend pas grand-chose au début, on ne comprend pas tout immédiatement. Il faut poser le regard sur certains éléments pendant plusieurs secondes avant de réussir à comprendre ce à quoi ça correspond. Vous voyez bien sur le dôme au dragon qu'il faut vraiment prendre le temps pour saisir tous les détails, et que les formes, les animaux, les genres de monstres n'apparaissent pas au premier coup d'œil. Une œuvre celtique demande du temps d'analyse. On croit d'abord voir un simple décor, puis un animal apparaît, puis un deuxième, puis un autre élément qu'on n'avait pas remarqué apparaît. Chaque regard révèle un nouveau détail. L'objet se dévoile progressivement à celui qui prend le temps de l'observer. Si on compare aux Grecs et aux Romains, les Celtes préfèrent représenter des formes beaucoup plus abstraites, des formes curvilignes, des créatures fantastiques. On peut par exemple comparer avec les Grecs grâce à la monnaie. Voici une pièce de monnaie grecque. Ça s'appelle le statère de Philippe II de Macédoine. Avec les contacts entre les mondes grecs et celtiques, les Celtes se mettent à recopier cette pièce. Au début, les Celtes la recopient de manière fidèle. La tête d'Apollon et le char à 2 chevaux. Mais au fur et à mesure, les Celtes la modifient petit à petit, si bien qu'au bout de quelques générations, la pièce a grandement changé. Vous pouvez le voir sur le statère des Parisis, donc une pièce celte. Le cheval est éclaté en éléments symboliques, le visage est réduit à quelques traits, les cheveux deviennent un ensemble de courbes et finissent en boucle. Le cheval est parfois représenté avec beaucoup de pattes pour encore une fois donner l'illusion du mouvement, une impression de vitesse. Les Celtes ne cherchent pas à copier la nature, les animaux deviennent presque plus des idées que des êtres vivants. Comment se manifeste l'art dans la vie des gens? Chez les Grecs, l'art se déploie sous la forme de statues ou de grands bâtiments. Alors que chez les Celtes, l'art est partout. Il est sur les objets du quotidien. Il ne se limite pas à quelques monuments exceptionnels. Il accompagne la vie quotidienne. Les objets les plus ordinaires deviennent le support d'une recherche esthétique extrêmement poussée. Un casque, une épée, une monnaie, tout y passe. On peut même dire que l'art se fait aussi sur les individus. Les Celtes portent leur art sur eux-mêmes. Ça se voit de plusieurs manières. Évidemment les bijoux avec les fameux torques, mais aussi la chevelure qui est travaillée et coiffée. Les Celtes utilisent parfois de la chaux pour se teindre les cheveux en blond. Ensuite, une dernière question avant de conclure. Pourquoi ne retrouve-t-on pas d'architecture monumentale chez les Celtes? Pourquoi on ne retrouve pas d'énormes bâtiments? C'est justement parce qu'ils étaient centrés sur l'art des objets. Et puis, il ne faut pas non plus croire qu'ils ne construisaient aucun bâtiment. On n'en a plus beaucoup de traces, mais surtout parce qu'ils faisaient leurs bâtiments en bois. Donc évidemment, 2000 ans plus tard, le bois, ça tient mal dans le temps si on compare avec de la pierre. Passons maintenant à la conclusion. Finalement, si l'art celtique nous paraît si déconcertant aujourd'hui, c'est probablement parce qu'il répond à une autre philosophie artistique que celle dont nous avons l'habitude avec les Romains ou les Grecs. Les Grecs recherchent l'équilibre, la mesure, souvent l'anatomie et la perfection du corps. Ils cherchent à graver la beauté dans l'instant, à la figer pour permettre au monde de la contempler. L'art celtique privilégie le mouvement, la transformation et l'entrelacement. Et même au-delà de sa beauté, de cet univers de formes et de métamorphoses, ce qui est le plus fascinant dans l'art des Celtes, c'est l'énigme qu'il nous pose. Il nous parle, mais nous n'en comprenons pas vraiment sa langue. Il nous abreuve de symboles, certains très récurrents, mais nous restons sourds à tous ses cris. 2000 ans plus tard, il ne nous reste plus que les œuvres brutes, qui continuent d'attirer notre regard, mais qui rechignent à nous dévoiler complètement leurs secrets. Et c'est peut-être cela qui est le plus beau dans l'art celtique. Parmi les rares choses qui nous restent de cette civilisation, nous avons encore ce qu'il trouvait beau.